Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à tous, la Fondation Jean Jaurès est ravie d'organiser ce moment avec Michel Debout, qu'on ne présente plus ici à la Fondation. Vous êtes expert psychiatre, professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé, mais surtout trésorier et membre fondateur de cette maison. Vous venez de publier ce livre en partenariat avec la Fondation et les éditions Globe, L'art du rendez-vous. Donc peut-être première question assez classique, Michel Debout, on vous connaît dans le cadre d'autres travaux à la Fondation, vous avez beaucoup travaillé sur les questions de santé, vous avez publié un certain nombre d'enquêtes relatives au suicide notamment. Pourquoi faire donc le choix de ce livre peut-être un peu plus philosophique et qui, d'un premier abord, semble assez extérieur à votre expertise habituelle? Oui, c'est vrai, d'un premier abord. Mais quand on lit l'ouvrage, on s'aperçoit qu'il y a des liens avec la question de la psychologie humaine et avec la question de la santé, puisque tout un paragraphe concerne la santé. Mais au-delà de l'actualité, ça fait un certain temps que je pense à ce livre. Et en fait, je l'avais imaginé avec un ami, lui-même philosophe. Parce que je ne suis pas philosophe, je n'ai pas ces compétences. Et nous avions imaginé, il y a plus de 10 ans, avant sa mort, qu'on pourrait l'écrire ensemble. Et évidemment, il aurait enrichi le propos de cette dimension philosophique que je n'ai pas. Mais peut-être que j'ai d'autres approches qui sont quand même utiles à la compréhension de l'ensemble. Oui, parce que le rendez-vous est une réalité qui accompagne tellement nos vies quotidiennes, nos vies, même nos vies sur un long terme, que on ne prend même plus le temps de savoir, de comprendre ce que c'est que donner un rendez-vous, ou de demander rendez-vous, ou de fixer rendez-vous à quelqu'un. Et on s'aperçoit que le rendez-vous est important seulement quand on n'a plus de rendez-vous. Et à ce moment-là, s'inscrit peut-être ce qu'on peut appeler la page blanche, le vide de l'existence. Et donc, à contrario, vivre, c'est aussi donner un rendez-vous. Et j'ai écrit au début de l'ouvrage que finalement, le rendez-vous, comme le rire, est le propre de l'homme. Justement, vous évoquez l'absence de rendez-vous. Ça me permet une question. Est-ce que peut-être c'est dans le cadre de vos fonctions médicales notamment que vous avez vécu la pandémie de Covid sous un autre prisme? Est-ce que les différentes périodes de confinement ont justement été significatives de fait qu'elles ne permettaient plus la rencontre physique telle que nous la connaissons habituellement? Est-ce que vous évoquiez que cela faisait un petit moment que vous aviez cet ouvrage en tête? Est-ce que c'est peut-être justement cette période de prise de distance forcée, on va dire, avec les rendez-vous physiques et réels qui ont fait office, on peut dire, de coup d'accélérateur pour aboutir? Certainement que à ce moment-là, mais en fait, pendant la période de la Covid, j'ai écrit un autre ouvrage que la Fondation a d'ailleurs publié il y a 2-3 ans sur mon métier de médecin légiste et d'expert psychiatre. Mais j'avais laissé de côté un peu la question du rendez-vous, mais elle était toujours présente. Et en fait, c'est vrai ce que vous dites, que le confinement a eu des effets sur le lien humain. Et justement, je pense que le rendez-vous est au cœur du lien humain, parce que le rendez-vous, c'est une date, c'est un lieu, et puis c'est l'autre, puisque dans rendez-vous, il y a vous, c'est-à-dire il y a l'autre. Et le rendez-vous nous socialise. Le rendez-vous, c'est aussi notre état d'être humain en rencontre avec l'autre. Et donc, on voit qu'il y a là un concentré de ce qu'on appelait du temps des tragédies grecques, de l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'action. Mais ça commence par le temps, c'est-à-dire par la date. Pour fixer un rendez-vous, il faut avoir une date. Et il faut avoir une date à venir. On ne donne pas un rendez-vous dans le passé, on le donne toujours dans l'avenir. C'est-à-dire
donner un rendez-vous, c'est déjà considérer que l'on sera encore vivant le jour où l'on donne rendez-vous et le jour où l'autre accepte le rendez-vous. Or, ce qui caractérise l'existence humaine, et de ce point de vue-là, nous sommes les seuls êtres vivants à être dans cette dimension-là, c'est que nous sommes dans l'incertitude du moment de notre mort. Nous savons que nous allons mourir, ça c'est inscrit dans notre confrontation à la mort de l'autre, à la mort des parents, à la mort des anciens, mais nous ne savons pas quand la mort surviendra. Et cette incertitude va nous accompagner tout au long de notre vie. Mais cette incertitude, elle est aussi nécessaire, parce que comment pourrait-on vivre si on connaissait à l'avance le jour de notre mort? La vie deviendrait invivable d'une certaine façon. Donc cette incertitude, c'est le prix à payer que nous avons à payer de notre existence humaine. Et ça permet justement d'échapper à cette incertitude et remplacer l'incertitude par une épreuve qui nous est fixée à l'avance et de se dire, eh bien, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, quand je serai à la retraite, eh bien, je serai toujours en vie puisque je donne un rendez-vous à ce moment-là. Et donc, si vous voulez, c'est un acte de foi dans notre propre existence et c'est ce qui nous permet de poursuivre notre existence, justement. Et c'est un peu ce que disait Freud. Pardonnez-moi de le citer, je n'ai pas évidemment la dimension de cet auteur remarquable, mais Freud avait parlé de l'illusion d'immortalité. L'humain qui se sait mortel, en même temps, ne peut vivre qu'en pensant, en tout cas pour une courte période, qu'il est immortel. Et c'est comme ça que le rendez-vous a pris sa place dans l'existence de tout un chacun. À vous entendre, et c'est très frappant dans l'ensemble de votre ouvrage, vous donnez une dimension très humaine au rendez-vous. C'est ce qui rejoint les débats actuels où on entend beaucoup, notamment, là j'en viens aussi à votre domaine d'expertise, des rendez-vous médicaux qui sont pris en ligne de façon algorithmique et qui parfois ne sont pas toujours honorés. Est-ce que justement la faille, et ce qui peut-être est aussi le principal message de votre ouvrage, est peut-être de réhumaniser l'acte du rendez-vous qui peut-être perd de son essence aujourd'hui? Mais vous avez parfaitement raison. C'est un peu ce que j'essaye de montrer tout au fil de ces pages. C'est que s'il y a un acte humain, par essence, c'est celui de donner rendez-vous. Mais ça suppose que l'autre, ou tous les autres, parce qu'on peut donner des rendez-vous à un grand nombre de personnes en même temps, quand on est un acteur, quand on est un sportif, quand on est un politique, on donne un rendez-vous. Il y a le rendez-vous festif, il y a le rendez-vous, vous disiez médical, il y a le rendez-vous démocratique, c'est l'élection, on donne rendez-vous. Mais à partir du moment où on donne rendez-vous, on envoie un message aux autres. C'est un message de respect de la parole donnée. Je serai là à ce moment-là, mais vous aussi, vous serez là. C'est un acte de disponibilité à l'autre, c'est un engagement mutuel qui fait que l'humain respecte l'autre humain lui-même. Et dans la procédure de prise de rendez-vous, notamment lorsqu'il s'agit de la santé, quand j'ai commencé mes études médicales et quand j'étais jeune médecin, le rendez-vous, on le prenait soit au téléphone, et c'était une secrétaire médicale qui répondait, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait avec le médecin, ou bien le médecin lui-même qui répondait, et il fixait un rendez-vous. Et on avait confiance en cette parole, parce que c'était déjà un engagement du médecin. Aujourd'hui, quand vous... La démarche même était humaine. Pardon ? La démarche même de la prise de rendez-vous était marquée de l'humanité. De l'humanité, celle du patient et celle du médecin. Et encore une fois, c'était un engagement des deux. En tout cas, le médecin s'engageait à sa disponibilité. Et ainsi, le patient était rassuré. Il savait que le médecin viendrait et qu'il pouvait compter sur lui pour résoudre son problème de santé. Or, aujourd'hui, au-delà du fait que l'on manque évidemment de médecins, mais quand on prend rendez-vous,
Ce n'est pas quelqu'un qui répond, c'est pas une personne, c'est une espèce. On le sait, c'est un algorithme. Mais comment faire confiance à un algorithme? Un algorithme n'a aucune conscience. Donc, on ne fait pas confiance à une équation mathématique. Donc, si vous voulez, on a l'impression que, en fait, le médecin se désengage de son rapport de confiance qu'il doit donner au patient. Et c'est pour ça que beaucoup de patients qui prennent des rendez-vous, eh bien finalement ne se rendent pas à leur rendez-vous ou en prennent plusieurs pour la même maladie s'ils en trouvent, auprès d'autres médecins. Et ce qui fait que finalement, on a perdu la qualité de la relation médicale. Et tout ça au nom de l'urgence. Et si vous voulez, je dénonce dans cet ouvrage le fait que l'urgence a pris une telle dimension dans la pratique médicale. En fait, il y a peu de problèmes médicaux qui nécessitent une réponse en urgence. C'est les problèmes cardiaques, en gros les infarctus, et puis les problèmes cérébraux, ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral. Mais ces deux pathologies, si on les rassemble, ne représentent que à peu près 2, 3, peut-être 4% de l'ensemble de la demande médicale. La demande médicale n'est pas une demande d'urgence, c'est simplement une demande de confiance et de proximité et de qualité de rapport et d'accueil. Or, on a transformé tout ça en urgence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'on n'a jamais eu assez d'urgentistes pour répondre à toute la demande médicale. Et ça a été une course sans fin. Et aujourd'hui, on en est à considérer les urgences qui peuvent attendre. C'est-à-dire qu'on a installé la folie, au sens profond du terme, dans le système médical. Il faut complètement revoir ça. Il faut redonner de la confiance et de la proximité dans les soins et dans la prise de rendez-vous. Justement, là, on s'est quelque peu focalisé sur le rendez-vous médical, mais l'acte de rendez-vous donne lieu à des perspectives assez amples. Il y a donc le rendez-vous médical, le rendez-vous professionnel, le rendez-vous amoureux, vous l'évoquez également, mais ce que vous venez de dire me permet de poser cette question. Vous avez un sous-item dans votre livre, représentation imaginaire et préparation de la réalité de la rencontre. Page 29, oui. Vous écrivez « L'attente du rendez-vous prépare le temps de l'action, met la pensée puis la personne elle-même en mouvement. Elle le fait selon l'importance attachée à l'objet du rendez-vous, selon sa nature et les différents affects et émotions qu'il peut mobiliser. Tous les rendez-vous sont ainsi préparés mentalement, émotionnellement, affectivement, ce qui amène la représentation psychique de ce que sera le moment réel du rendez-vous. Du fait de cette représentation, un décalage se construit avec le réel de la rencontre. Justement, vous réhabilitez le rendez-vous, mais peut-être que justement l'attente permet à l'une des deux parties, à l'autre partie également, de s'imaginer des choses, des attentes liées à ce rendez-vous. Peut-être que les parties se créent un imaginaire autour de ce rendez-vous qui éventuellement, le jour du rendez-vous, peuvent être légèrement faussés. Il peut y avoir une déception. Comment un petit peu ne pas donner aussi au rendez-vous une dimension de frustration peut-être par la montée en puissance de l'imaginaire? Non, c'est pas le rendez-vous qui crée la frustration. C'est le réel de la rencontre. C'est, j'allais dire, le résultat, avec des guillemets, du rendez-vous. Mais le rendez-vous en tant que tel, ce qu'il crée, c'est l'attente. Tant que vous n'avez pas de date, tant que vous n'avez pas ce rendez-vous, vous pouvez pas justement vous représenter ce qui va se passer au moment du rendez-vous. Que ce soit un rendez-vous amoureux, qui est plutôt positif, que ce soit le rendez-vous avec votre travail, et là il s'agit de vous préparer à bien travailler, que ce soit le rendez-vous festif, et préparer, par exemple, dans un an il y aura les Jeux Olympiques. Imaginez tout ce qu'on prépare, et un grand nombre de gens sont en train de préparer ce rendez-vous. Mais le temps de l'action,
c'est-à-dire le soin, la fête, c'est peu de temps par rapport à tout le temps de l'attente. Ça peut durer des années, mais c'est pas des années de vide de la pensée. Au contraire, on remplit cette attente, comme vous l'avez dit, de désir, d'émotions, de liens humains, et on se représente ce qui va se passer. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ce rendez-vous prend de l'importance. S'il n'y avait pas d'importance, on ne se le représenterait pas. C'est parce qu'on se le représente, c'est parce que l'humain prépare la rencontre avant même qu'elle ait lieu, que la rencontre prend de l'importance. L'animal, lui, ne prépare pas la rencontre. Quand il a besoin de se rencontrer, il se rencontre. En tout cas, il ne diffère pas la rencontre. Nous avons cette possibilité spécifique de différer la rencontre. Et c'est souvent, en tout cas en termes, par exemple, de rencontre amoureuse, ce qu'on appelle le désir. Le désir, c'est la dimension, c'est la mise en mouvement psychologique, émotionnel, qui fait que, à partir du moment où on sait qu'on va rencontrer l'autre, eh bien, on s'y prépare, on l'imagine, et effectivement, viendra le moment de la rencontre. Mais c'est vrai que plus on se sera imaginé quelque chose d'important, de jouissif même, s'il s'agit d'une rencontre amoureuse, eh bien, le réel peut devenir décevant, ou en tout cas ne peut pas répondre à tout ce qu'on attendait. Et ça, c'est la réalité humaine en général. Et vous savez que Lacan, c'est un autre analyste, bien après Freud, qui a disait le réel, c'est quand on se cogne dessus. C'est vrai que le réel et l'imaginaire, la représentation, ce n'est jamais exactement la même chose, mais en général, le réel permet justement de répondre globalement aux besoins exprimés. Et après le réel, il y aura un nouveau rendez-vous, il y aura une nouvelle attente et il y aura une nouvelle rencontre. Et c'est comme ça qu'on construit nos vies, de rendez-vous en rendez-vous, d'attente en attente. Et c'est aussi pour ça que les événements prennent une place dans notre psyché, les uns par rapport aux autres, les uns après les autres. C'est ce qu'on appelle une histoire. Tous nos événements s'inscrivent dans une histoire. Sinon, les événements se suivraient les uns et les autres, mais sans histoire. Et c'est notre imaginaire qui construit l'histoire, cette histoire, et c'est pour ça que c'est tellement important, cet imaginaire, cette représentation-là, et qu'il faut, au contraire, la préserver. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans cette société du tout de suite, où on n'a plus le temps, on nous dit que vous avez plus le temps d'attendre, il faut aller tout de suite trouver la réponse tout de suite, eh bien, on se prive de cet imaginaire, c'est-à-dire qu'on se prive de la hiérarchie des événements les uns par rapport aux autres, on se prive de cette attente féconde, et finalement, on se prive de notre propre histoire. Ce que vous dites me permet peut-être d'ouvrir une petite parenthèse pour revenir aux conséquences toujours de la crise sanitaire. Nous voyons que le télétravail s'est quelque peu généralisé. Donc, pendant les périodes de confinement, cela a été souligné que cela pouvait aussi être facteur d'isolement, des collègues qui ne se parlent plus, qui parfois, même s'ils ne travaillaient pas directement ensemble, se croisaient tout de même dans les couloirs de l'entreprise, par exemple. Est-ce que là, depuis, le phénomène tend à se généraliser? Est-ce que, selon vous, le travail occupant quand même une part majeure de notre vie quotidienne, de notre vie courante, est-ce que la généralisation de cette vie en ligne, entre guillemets, peut aussi participer un petit peu de votre analyse et de ce que vous venez de nous dire tout au long de cet entretien? Oui, c'est vrai que le télétravail, mais pas seulement le télétravail, le confinement, l'isolement, parce que on peut aussi se trouver de plus en plus isolé
pas seulement en télétravail, mais quand on va travailler et qu'on travaille les uns à côté des autres, mais sans relation du tout les uns avec les autres. Donc c'est un peu équivalent, si vous voulez. Ce qu'il y a d'important dans le travail, c'est qu'il oblige le rapport à l'autre, la rencontre de l'autre. Et quand je dis l'autre, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un client, ça peut être un usager des services publics quand on est fonctionnaire. Bref, c'est les autres en général. Et cette rencontre fait partie du travail. Le travail, ça n'a pas simplement une importance productive, comme les libéraux veulent nous le dire. Bien sûr, travailler, c'est produire. Mais au-delà de cette production, le travail humain, ça répond à plusieurs besoins eux-mêmes humains. D'abord, le besoin de reconnaissance. Quand vous travaillez, eh bien, vous êtes reconnu dans ce que vous faites, dans l'intérêt de ce que vous faites, et donc vous avez un salaire, ou en tout cas un revenu, qui marque cette reconnaissance, d'où d'ailleurs l'importance du niveau de ce revenu. Et puis, vous avez aussi un sentiment d'appartenance. Vous appartenez à une entreprise, ça peut être une petite entreprise, ça peut être une très grande entreprise, mais enfin, en tout cas, vous êtes socialisé à travers votre travail. Le troisième besoin, c'est le besoin de lien humain. Vous avez vos collègues, vous avez les clients, etc. Et enfin, et j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, un besoin de sérénité, c'est-à-dire que le travail vous permet de vous projeter dans le futur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humain sait qu'il va mourir, ne connaît pas le moment de la mort, il est donc dans l'incertitude, mais le travail surtout lorsqu'on a un contrat à durée indéterminée, lorsqu'on n'est pas dans la précarité du travail, eh bien le travail vous permet de vous assurer de votre propre avenir. Eh bien c'est à ces 4 besoins humains que le travail répond. Eh bien le télétravail, si vous voulez, prive le travail. Certes, il lui garde la partie productive, puisque évidemment tout ça part d'un ordinateur à l'autre, et puis ça va à la grande machine qui va produire. Mais au point de vue lien humain, évidemment, le lien humain, il y en a de moins en moins. La reconnaissance, on se demande où elle se trouve. Et quant au sentiment d'appartenance, eh bien comme on est réduit à rester chez soi, on se demande encore à quelle entreprise on appartient. Donc le télétravail est en train d'enlever au travail sa dimension humaine qui va bien au-delà de la simple production. Oui, il faut de la production au sens économique du terme, mais il y a beaucoup d'autres besoins auxquels le travail apporte une réponse. Et le rendez-vous, c'est justement la possibilité de donner ces réponses à ces besoins. Vous écrivez pour conclure, le rendez-vous situe notre vie dans le temps et surtout oblige à la rencontre de l'autre, de tous les autres. C'est la société du respect et de l'engagement personnel qui nous permet de ne plus subir les événements. Donc d'une certaine manière, le rendez-vous, la prise de rendez-vous, signifie à la personne qu'elle prend les choses en main, qu'elle prend sa vie en main. Voilà, Qu'elle prend les choses en main pour elle-même, mais aussi, quand on prend rendez-vous, on attend une réponse de celui ou de celle à qui on a demandé rendez-vous. Et j'ai été très marqué dans la dernière période, puisque c'était pendant cet hiver et le début du printemps, c'était la période où je terminais l'écriture de cet ouvrage. Et pendant la longue grève qu'il y a eu à propos de la retraite à 64 ans, il y a eu un événement qui m'a marqué, mais qui m'a conforté dans mon analyse. C'est lorsque les 8 organisations syndicales, les 8, avec leurs représentants nationaux, ensemble, et alors qu'il y avait de très nombreux Français qui étaient mobilisés, qui manifestaient dans la rue, alors que les sondages très largement montraient que les Français ne voulaient pas de cette réforme, eh bien, les organisations syndicales ont demandé rendez-vous au président de la République. Rendez-vous au président de la République. Eh bien, le président de la République n'a pas répondu à cette demande de rendez-vous. Et ça, c'est une marque profonde de dédain. C'est une marque profonde de ne pas accepter l'importance de l'autre
dans ce qu'il exprime. C'est finalement dire aux organisations syndicales, moi, président, finalement, je n'ai pas besoin que vous me disiez ce que vous pensez de ces questions qui vous concernent, vous, en premier, mais moi, je suis tout seul dans mon coin, je vais décider par moi-même. Et je crois que le président n'a pas compris, et vous disant ça me gêne, mais je crois qu'il n'a pas compris, justement, l'importance qu'il y aurait eu à répondre à ce demande de rendez-vous. Parce que donner rendez-vous, c'est respecter l'autre, c'est lui dire « je vais consacrer à votre parole du temps parce que j'en ai aussi besoin, moi, président de la République, pour prendre ma décision. » Et je crois que ça explique comment les Français, à partir de là, et dans les manifestations nombreuses, ont exprimé ce sentiment qu'ils n'étaient pas compris du président de la République, qui pourtant a pour mission de rassembler tous les Français, qu'ils n'étaient pas compris et que même c'était un signe de mépris. Et je crois qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de panthéonisation de syndicalistes et d'hommes engagés et de femmes engagées pour que le président renoue le lien avec le peuple des travailleurs. Enfin, pour conclure, c'est présent en première de couverture, cette phrase « Vous ne prendrez plus jamais rendez-vous comme avant ». Peut-être à nos lecteurs, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que cette phrase au ton philosophique veut dire pour vous? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message directement? À quoi dorénavant nous devons penser au moment de prendre rendez-vous? C'est un clin d'œil, évidemment. C'était aussi une façon de dire, écoutez, prenez le temps de lire l'ouvrage. Mais au-delà, c'est, je crois, l'idée que le rendez-vous, c'est la marque du respect dans une société qui respecte de moins en moins les uns et les autres. Et là, je vous réponds en citoyen, en psychologue aussi, c'est mon métier, j'ai quand même passé beaucoup de temps à prévenir les violences. Ce qui me préoccupe, c'est qu'on rentre de plus en plus dans la société de la violence. Et si on veut prévenir cette société de la violence, si on veut rétablir les liens humains, la qualité des liens humains, ça ne peut être que dans le respect. Eh bien, demander rendez-vous, prendre rendez-vous, donner rendez-vous, c'est la marque du respect et de la disponibilité que l'on porte aux autres et que les autres nous portent. Et c'est un peu le message que je veux faire passer à travers cet invite, de ne pas prendre rendez-vous à la légère, même s'il faut garder la légèreté de la vie, malgré tout, il y a des moments où il faut savoir qu'on ne vit pas seul, on ne vit pas replié sur nous-mêmes, mais on vit dans une société et avec le secours des autres. Merci beaucoup Michel Debout. Merci à vous. Je rappelle votre livre, L'Art du rendez-vous, que la Fondation publie en partenariat avec les éditions de l'Aube. Merci beaucoup, à très bientôt à la Fondation Jean Jaurès.